Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui est un update lecture. Je suis trop contente, surtout que j'ai deux lectures vraiment au top à vous présenter. Et pour pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Alors la première lecture que j'ai faite, il s'agit du tome 6 de Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail que j'ai aux éditions L'École des loisirs. Alors, premièrement, en fait, il faut savoir que j'ai une passion pour la série Sauveur et Fils. Je remercie encore une fois ma maman pour m'avoir pas forcée, mais encouragée très fortement à la lire. Et j'ai attendu le bon moment et j'ai eu tellement raison d'attendre le bon moment pour vraiment prendre pleinement conscience de l'histoire, des personnages, de ce qui est mis en place. Donc pour vous faire un résumé, on va suivre Sauveur qui est un psychologue qui a un cabinet attenant à sa maison. Donc c'est un père célibataire qui vit avec son petit garçon qui s'appelle Lazare, qui dans le premier tome doit avoir 7 ans je crois. Et donc on va suivre la vie de Sauveur dans son cabinet avec ses patients, essentiellement des enfants, mais pas que. Et en parallèle, du coup, on va suivre sa vie de famille avec Lazare. On va suivre justement les rencontres qu'ils vont faire, que ce soit du côté du cabinet ou du côté privé, on va dire. Et des fois, on va se rendre compte que les deux peuvent se mélanger, entre guillemets. En gros, voilà pour le pitch global de Sauveur et Fils. Maintenant, donc comme je vous disais, j'adore Sauveur et Fils. Mais le tome 5 m'avait un petit peu, pas déçu, mais j'avais trouvé qu'il était un peu en dessous des autres. Je sais plus exactement ce qui s'y passait, mais ça m'avait pas conquise plus que ça et je m'étais dit oh bah peut-être que la série elle s'essouffle et que c'est un petit peu dommage mais que je vais finir par lâcher. Et en fait, ce tome 6, il était tellement trop bien. On retrouve toute l'ambiance de ce que j'aimais au tout début. On va retrouver des nouveaux patients pour Sauveur, mais également des anciens qui m'avaient un petit peu manqué, hein, il faut le dire. On va avoir aussi une situation un petit peu particulière avec un confrère de Sauveur, si on peut dire. J'essaye de pas trop vous spoiler, mais que j'ai trouvé super intéressante, super bien ficelée, super bien faite. Et j'ai trouvé ça vraiment trop bien. Et j'ai trouvé que c'était sympa de partir là-dessus et d'y penser, justement. Et voilà, tous les personnages, je les ai trouvés super top. Il y a, comme d'habitude, Sauveur. Il est super, hein, Sauveur. Vraiment, je l'adore. C'est un personnage, il est juste top ici. Mais j'aimerais qu'il existe en vrai pour pouvoir le connaître et qu'il fasse partie de ma vie. Mais des fois, au niveau de sa vie de famille, j'ai envie de lui dire mais fais quelque chose, dis quelque chose, remarque quelque chose. Parce que là, t'es un peu à côté de tes pompes et c'est un peu dommage, mais en même temps, ça fait partie du job, ça fait partie de... quand on est psy, on a énormément de choses de nos patients qui peuvent nous trotter dans la tête et qui peuvent interférer en fait sur notre vie privée. Et donc, du coup, pour moi, ça me paraît crédible. Mais des fois, j'ai envie de le secouer et de lui dire, mais fais quelque chose, parce que là, c'est... Là, il faut faire quelque chose. Enfin, en bref, voilà, c'était une trop bonne lecture, pas du tout déçue. Tellement hâte de lire le tome 7 du coup, même si celui-là il vient de sortir donc le tome 7 à mon avis je peux m'asseoir dessus pendant un bon moment mais bon c'est tout, ce sera pour l'année prochaine, je croise les doigts. Voilà, bref, en gros, lisez Sauveur et Fils si vous ne connaissez pas parce que c'est une bouffée d'oxygène, ça se lit super vite. Et puis, je sais pas, Marie-Aude Murail, elle a une façon de raconter les histoires bien à elle et qui est... c'est un petit bonbon, c'est un petit plaisir de la lire, de nous embarquer avec ses personnages et voilà. Donc, rien d'autre à vous dire que c'était une trop bonne lecture, allez-y, foncez. Et du coup, ma deuxième lecture, je me suis dit, tu peux te lancer dans quelque chose qui va prendre plus de temps à lire puisque tu es un peu en avance niveau lecture.
et que ça pourrait être bien de casser en fait, de pas prendre un feel good ou une romance ou un contemporain, pourquoi pas repartir sur de la fantasy. Et donc j'ai sorti de ma bibliothèque, enfin j'ai envie de dire, parce que je crois que je l'ai reçu dans ma première box Once Upon a Book pour mon anniversaire de l'année dernière du coup. Ça me paraîtrait tellement peu loin, mais oui, ça doit être ça. Enfin bon, bref, j'ai enfin sorti Reine de cendres de Erika Johansen aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme je vous disais, je l'ai depuis assez longtemps. Il me faisait vraiment trop envie, mais je ne sais pas pourquoi. J'osais jamais. Il est assez gros, hein, il doit faire 600... Non, 600 pages. En gros, il fait 600 pages. C'est un univers de fantasy, donc forcément je savais que ça allait être beaucoup plus dense et beaucoup plus long à lire que Sauveur et Fils, par exemple. Et pour vous faire quand même un petit topo sur l'histoire, on va suivre Kelsea, qui est une jeune fille qui vient d'avoir 19 ans. Elle est élevée par un couple de... pas vraiment de paysans, parce qu'on sait que Carlin, elle est très érudite. On sait qu'elle a un passé qui fait qu'elle connaît des choses et qu'elle est apte à enseigner à Kelsea ce qu'elle a besoin de savoir en fait. Mais en gros, ils vivent un petit peu isolés dans une forêt et Kelsea en fait c'est l'héritière du trône du Terling, si je ne dis pas de bêtises. Et à ses 19 ans en fait, elle peut monter sur le trône et forcément tout un tas de personnes cherchent à l'éliminer pour s'approprier le trône et pour ne pas qu'elle règne justement. Et donc depuis que sa mère est décédée, ça doit faire à peu près 18 ans à peu près, c'est le frère de l'ancienne reine qui est régent du royaume et lui aussi il aimerait bien garder la couronne. Et donc voilà, on va commencer avec Kelsea qui vient d'avoir ses 19 ans et elle sait que la garde de la reine va venir la chercher pour la ramener dans son palais et qu'elle prenne les rênes de son royaume. Et en gros, voilà. Je veux pas trop vous en dire plus au niveau du résumé global, mais en gros, voilà. Et c'était juste trop bien. Mais vraiment trop bien. Je l'ai fait traîner parce que, comme je vous disais, il y a eu la dernière semaine de boulot qui a été assez dense. Je suis partie un week-end et pour vous dire, j'ai dû lire une demi-page sur le week-end, mais en même temps, ça fait du sens. Et je l'ai terminé hier en fait, j'ai lu mes 100 dernières pages d'affilée. C'était vraiment une trop bonne lecture. L'univers, je l'ai trouvé top. Et le personnage de Kelsea en particulier, je l'ai trouvé vraiment crédible en fait. Crédible dans le sens où c'est une jeune fille qui sait qu'elle va devenir reine, mais pour elle c'est un petit peu flou parce que elle a été élevée dans la forêt et tout ce qui est vie de château, elle ne connaît pas, même si elle sait qu'elle va devoir prendre les rênes tôt ou tard. Et elle a ce côté jeune fille de 19 ans, elle a des réactions des fois qui sont propres à une jeune fille de 19 ans, ça je le comprends, mais en même temps, elle a été élevée pour devenir reine et elle a vraiment de bonnes réactions, elle a de bonnes décisions, voilà, elle est crédible du début à la fin et je ne peux pas m'empêcher en fait de faire le parallèle avec Les Faucons de Ravera et j'avais un petit peu été déçue du premier tome, j'attends de voir avec le deuxième, mais j'avais été déçue de l'héroïne, donc de Amalia, qui elle pour le coup, elle est élevée à la cour, elle sait qu'elle va devoir prendre les rênes tôt ou tard, et j'avais trouvé que elle n'était pas très cohérente, qu'elle faisait un petit peu bébé, un petit peu cucu, à pas trop savoir quoi faire, et ça m'avait pas paru crédible pour le coup. Et elle, je l'ai trouvée vraiment crédible. Elle a son côté un petit peu toute jeune fille, mais c'est normal puisque il y a tout un pan de son éducation qui lui a manqué. Mais en même temps, elle a été formée
pour prendre les rênes et du coup elle sait vers où elle veut aller et elle sait ce qu'elle doit faire et j'ai trouvé ça vraiment super bien. Et en parallèle du personnage de Calcea, les autres personnages, je les ai trouvés vraiment, vraiment super cool. Que ce soit la garde de la reine, que ce soit le Fletch qui fait battre mon petit cœur. Je vous avoue, pour ceux qui l'ont lu, vous voyez je pense de quoi je veux parler, mais le Fletch, voilà, on l'aime bien le Fletch et c'est dommage qu'il ne soit pas plus présent. J'espère qu'il sera un peu plus là dans le 2e tome. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment topissime. Il y a juste une seule chose qui m'a un petit peu, pas vraiment dérangée, mais un petit peu... Au début, ça m'a un petit peu posé question, et après tout du long, ça s'est un peu dilué et ça m'a plus trop gênée. On est clairement dans un univers de fantasy. On a une carte au début, c'est rien de connu, ça fait très médiéval évidemment. Avec tout ce qui est combat à l'épée, les châteaux, les paysans, enfin voilà. Vraiment, on est sur de la fantaisie, du médiéval. Et on a énormément de références à notre monde à nous. Parce que de ce que j'en ai déduit et de ce que j'en ai compris, il y a des centaines d'années, on a effectué la traversée, donc je pense qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que l'humanité a eu besoin de faire cette traversée et s'est retrouvée dans le royaume du Terling, justement. Donc on a énormément de références, on a des références à Harry Potter, on a des références aux ordinateurs, tout ça qui ne font pas partie en fait de notre univers, mais on sait que ça a existé dans le passé. Et c'est un petit peu particulier parce que le monde tel qu'on le connaît, quand on traverse les mers, on ne tombe pas sur un monde totalement inconnu. Il n'y a pas ça. Si on part des États-Unis, de l'autre côté, c'est l'Asie. Donc il n'y a pas de... On part à l'aventure et on arrive sur une terre qu'on ne connaît absolument pas. Et là, c'est le cas. Donc, c'est un mélange entre de la fantaisie et un petit peu un côté post-apo, du coup, puisqu'on a quand même des références à notre monde à nous. Et puis, quand on voit Harry Potter et les ordinateurs, c'est quand même des références très de notre époque. Et c'est un petit peu déroutant au début. C'est pareil, elle nous parle de l'Amérique, elle nous parle de l'Europe, de tout ça. Voilà, c'est un peu déroutant. La Reine Rouge, elle nous parle de génétique, que c'était une généticienne. On a ce côté-là qui est un petit peu anachronique en fait. Et c'est pas si gênant que ça au fur et à mesure du récit. Ça m'a bien plu finalement et j'étais contente en fait de voir toutes ces petites références et d'être en mesure de les voir. Ça m'a fait sourire, ça m'a pas tant fait sortir du récit que ça. Voilà, c'est le seul truc qui peut être un petit peu bizarre de prime abord, surtout que, comme je vous dis, quand on traverse les mers ou les océans, il n'y a pas tout ça. Donc, à un moment donné, mon cerveau a bugué, mais à part ça, c'était trop bien. J'ai fini l'avant-dernier chapitre en larmes, mais vraiment, 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 vraiment. Et j'avais tellement envie de me précipiter pour aller acheter le tome 2 et me lancer directement dans le tome 2, ce qui est une très mauvaise idée puisque je suis en période de challenge encore 1 mois et demi. Et voilà, donc là je vais commencer une nouvelle lecture pour le Pumpkin Autumn Challenge qui me fait quand même très envie. Même si c'est dur de se détacher de cet univers, mais je vous cache pas que j'ai prévu d'aller à la librairie cet après-midi pour m'acheter le tome 2 et éventuellement me le lire pendant la période de challenge. Si je suis vraiment très très douée, je pense que tant pis, je le mettrai dedans et j'essayerai de le faire au pire de le remplacer par un autre que j'avais prévu de lire, je pense, parce que trop envie de continuer. Enfin bon bref, si vous ne connaissez pas Reine de cendre d'Erika Johansen, surtout, allez-y, c'est
trop bien. Et voilà pour les 2 lectures que j'avais à vous présenter. C'était vraiment de trop bonnes lectures. La prochaine que je fais, elle est normalement aussi Top Sim. J'ai un peu hâte, même si clairement c'est une brique. Mais j'espère quand même pouvoir vous la présenter la semaine prochaine. Et avant qu'on se quitte, je voulais vous faire une annonce. J'ai postulé pour être jurée du PLIB 2021. Donc le PLIB, c'est le prix littéraire imaginaire Booktube. Et j'ai été retenue, donc je suis vraiment super contente, super excitée. J'ai hâte de me lancer là-dedans. J'ai déjà commencé à faire ma présélection pour le mois de octobre. Je crois que c'est fin octobre ou début novembre. Bref, faudrait que je vote. Et j'ai vraiment hâte de débarquer dans cette aventure. Et voilà, il y a plein de titres qui me font très envie. Et je pense que je vais me faire une année un peu plib. Mais ça me fait super plaisir. Et je remercie du coup toute l'équipe du PLIB de m'avoir retenue et en prime, je remercie aussi 4ème de couverture qui m'a un petit peu poussée à m'inscrire et bon j'avoue elle n'a pas eu besoin de beaucoup me pousser mais en tout cas je la remercie parce que sans elle je me serais pas lancée et ça aurait été dommage. Donc voilà, si je vous parle énormément du PLIB sur cette année 2020-2021, c'est normal. Et voilà, je vais clôturer cette vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!